Le silence qui régnait dans la petite chapelle d'Ashley Street ce soir du 24 décembre 1868 n'était pas un silence ordinaire. C'était une tension palpable, une attente invisible qui semblait figer la lueur des bougies alors que la neige commençait à tomber sur la ville de Valdosta. Mais ce qui allait se produire au milieu de la messe de minuit allait marquer la mémoire collective de la Géorgie pour les siècles à venir. 7 voix, autrefois soumises au silence de la servitude et libérées depuis seulement 3 ans, s'élevèrent soudainement non pas pour entonner un cantique connu, mais pour libérer un torrent de sons qu'aucune oreille humaine dans cette assemblée n'avait jamais entendu. Une cascade de phonèmes complexes, rythmés et profonds, qui ne ressemblaient à aucune langue parlée sur le continent américain ou européen. Le révérend Miller, figé derrière son pupitre, vit les flammes des cierges vaciller comme si un vent violent s'était engouffré dans l'édifice alors que les portes restaient closes, tandis que les 7 individus, debout au milieu de la nef, semblaient habités par une force ancienne, leurs regards fixés vers un point invisible au-dessus de l'autel. Ce n'était pas de la glossolalie religieuse telle qu'on la connaissait dans les réveils spirituels du Sud, c'était une communication structurée, une langue oubliée qui semblait jaillir des profondeurs de la terre, résonnante avec une autorité qui fit tomber les fidèles à genoux, non pas par dévotion, mais par une terreur instinctive devant l'inconnu. Les 3 témoins principaux qui allaient consigner les faits, le ministre, le greffier municipal et le médecin de la ville, notèrent avec une précision effrayante que les 7 voix parlaient en harmonie parfaite, comme si un seul esprit dirigeait leurs cordes vocales pour délivrer un message dont la clé avait été perdue des millénaires auparavant. À Paris, quelques mois plus tard, la nouvelle de cet événement parvint aux oreilles de la Société d'anthropologie, où l'on commença à murmurer que ces anciens esclaves avaient peut-être réactivé une mémoire génétique ou spirituelle liée à des civilisations disparues, transformant ce fait divers rural en un mystère scientifique mondial. Le greffier, Thomas Harding, nota dans son journal que les sons produits semblaient avoir une texture physique, modifiant la densité de l'air dans la chapelle et provoquant des vibrations dans le sol de bois qui firent teinter les verres de communion. Une observation qui allait plus tard hanter les chercheurs en acoustique sacrée. Les 7 locuteurs, dont le chef de file était un homme nommé Elijah, ne montraient aucun signe de transe hystérique. Ils étaient calmes, leur visage empreint d'une dignité royale, tandis que les mots qu'ils prononçaient semblaient porter le poids de continents disparus et de souffrances transmutées en puissance pure. Cette première partie de l'énigme de 1868 pose les bases d'une conspiration du silence qui allait s'étendre bien au-delà des frontières de la Géorgie, car ce que ces 7 personnes ont révélé cette nuit-là n'était pas seulement une langue, mais une preuve de l'existence d'une histoire humaine parallèle que les institutions de l'époque voulaient à tout prix maintenir enterrée. Le médecin, le docteur Harrington, fut le premier à noter que le rythme de leurs paroles correspondait exactement au cycle des marées et au mouvement stellaire, une coïncidence qui le poussa à abandonner sa pratique pour se consacrer à l'étude de ce qu'il appela la fréquence de l'origine. Les jours suivants, la ville de Valdosta fut plongée dans une paranoïa sourde, les autorités craignant que ce langage ne soit un signal pour une insurrection d'un genre nouveau, une révolte non pas par les armes, mais par la réappropriation d'une identité interdite que l'esclavage n'avait pas réussi à effacer. À Lyon, un linguiste culte fit des recherches sur des tablettes sumériennes et des chants rituels d'Afrique de l'Ouest, trouvant des correspondances troublantes avec les transcriptions phonétiques rudimentaires laissées par Harding, suggérant que les 7 de Valdosta avaient ouvert une porte que l'humanité avait fermée pour sa propre sécurité. L'événement de la messe de minuit n'était pas une anomalie isolée, mais le déclencheur d'une onde de choc qui allait forcer les élites coloniales à réévaluer tout ce qu'elles pensaient savoir sur la culture et l'âme de ceux qu'elles avaient enchaînés. Le mystère s'épaissit lorsqu'on découvrit que les 7 individus n'avaient jamais parlé cette langue précédemment, et qu'ils semblaient, après l'événement, avoir perdu la capacité de l'utiliser, comme si la porte s'était fermée aussi brusquement qu'elle s'était ouverte. Cependant, l'écho de leurs paroles continua de résonner dans les structures de la chapelle,
provoquant des cas de guérison inexpliqués et des cauchemars récurrents chez ceux qui avaient tenté de les faire taire, créant une légende urbaine qui allait attirer des curieux et des mystiques du monde entier. Cette histoire n'est pas celle d'un miracle religieux, mais d'une insurrection biologique et linguistique, le cri d'une vérité qui refuse de rester dans l'ombre et qui choisit les moments les plus sacrés pour briser les chaînes de l'oubli avant 1950. En adaptant ce récit pour vous, nous plongeons dans une atmosphère où l'horreur n'est pas faite de sang, mais de la réalisation terrifiante que le passé possède des voies que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Elijah et ses compagnons n'étaient pas des victimes ce soir-là, ils étaient les héros d'une ère nouvelle, des messagers d'une force ancestrale qui utilisait le cadre de la liturgie chrétienne pour exploser au grand jour et réclamer sa place dans le récit de l'humanité. Le silence qui suivit la fin de leur discours fut plus assourdissant que le tumulte de la guerre civile, car il portait en lui la certitude que quelque chose de fondamental avait changé dans la structure même de la réalité pour les habitants de Val d'Aosta. Les témoins, bien que divisés par leurs préjugés raciaux et sociaux, furent unis par une expérience qui transcendait la logique, les forçant à admettre que les 7 anciens esclaves détenaient une connaissance qui rendait leurs propres titres et diplômes insignifiants. La traque de la vérité sur les paroles d'Elijah mena des enquêteurs des bayous de Louisiane aux archives secrètes du Vatican, révélant un réseau de protection de connaissances anciennes dont Val d'Aosta n'était que le point de rupture. Chaque son émis cette nuit-là était une brique jetée dans le miroir de l'illusion coloniale, et même si le monde tentait de recouvrir l'affaire sous le voile de la superstition ou de la folie, les fondations de la chapelle d'Ashley Street resteraient toujours imprégnées de cette langue interdite. Au lendemain de la nuit de Noël 1868, la ville de Val d'Aosta se réveilla sous un voile de suspicion et de crainte, alors que les échos de la langue inconnue parlaient encore dans l'esprit de ceux qui l'avaient entendue. Le révérend Miller, hanté par la précision mathématique des sons émis par les 7, tenta de convoquer Elijah et ses compagnons pour une explication, mais il découvrit que les 7 individus étaient tombés dans un état de mutisme absolu, non pas par défi, mais comme si l'énergie nécessaire à cette communication avait épuisé leur capacité à utiliser le langage humain ordinaire. Thomas Harding, le greffier, commença à recevoir des pressions de la part des notables locaux pour détruire ses notes, car l'élite craignait que cet événement ne soit interprété comme un signe de supériorité spirituelle ou intellectuelle de la part de ceux qu'il considérait encore comme inférieurs. À Londres, un article anonyme parut dans une revue de philologie décrivant les sons de Val d'Aosta comme une résonance atlantique, suggérant un lien direct avec des civilisations antédiluviennes, ce qui attira l'attention d'un riche collectionneur d'antiquités, Lord Cavendish, qui décida de financer une expédition occulte pour interroger les témoins. Le docteur Harrington, de son côté, nota que la structure des ondes sonores décrites par Harding ressemblait étrangement à des chants de baleines ou à des fréquences sismiques, une observation qui le poussa à croire que les 7 n'avaient pas parlé une langue humaine, mais la langue de la Terre elle-même. La tension monta d'un cran lorsqu'une rumeur circula selon laquelle Elijah aurait dessiné des symboles étranges dans la poussière devant sa cabane, des glyphes qui rappelaient les écritures interdites des prêtres de l'ancienne Égypte. Les autorités locales, craignant une contagion de ce mal mystique parmi la population, décidèrent de placer les 7 sous surveillance constante, transformant leur silence en une menace plus grande encore que leurs paroles. À Paris, les cercles ésotériques s'enflammèrent, certains voyant en Val d'Aosta la preuve d'une révélation imminente, tandis que d'autres, plus pragmatiques, y voyaient une manipulation politique destinée à déstabiliser l'ordre social du Sud. Harding, sentant le danger, fit plusieurs copies de ces transcriptions et les cacha dans des endroits stratégiques, pressentant que la vérité sur la messe de minuit risquait d'être effacée par ceux qui tenaient les rênes du pouvoir. Le mystère devint international lorsqu'un diplomate français en poste à Savane envoya un rapport crypté à Napoléon III mentionnant que les 7 de Val d'Aosta possédaient peut-être la clé d'une communication universelle capable de briser toutes les barrières culturelles. Elijah, bien que silencieux, devint une figure de résistance passive, son simple regard semblant porter une sagesse millénaire qui dérangeait les interrogateurs les plus endurcis.
On découvrit bientôt que les Seth n'étaient pas nés sur la même plantation, mais qu'ils partageaient un ancêtre commun dont l'origine remontait à une lignée de gardiens de la parole dans une région reculée d'Afrique de l'Ouest, suggérant une transmission héréditaire d'un savoir enfoui. Cette deuxième partie de l'enquête révèle que ce qui semblait être un incident isolé était en réalité la résurgence d'une force que l'esclavage avait tenté d'étouffer pendant des siècles, une force qui ne s'exprimait pas par la révolte physique, mais par la destruction des certitudes linguistiques du monde colonial. Le docteur Harrington commençait à perdre sa réputation, accusé de s'adonner au spiritisme, mais ses recherches sur la fréquence de l'origine allaient poser les bases d'une nouvelle compréhension de la conscience humaine. La ville de Valdosta, autrefois insignifiante, devint le centre d'une bataille invisible entre ceux qui voulaient libérer la connaissance et ceux qui voulaient la sceller à jamais sous le sceau de la folie. Les Seth, dans leur mutisme souverain, semblaient attendre un signal, une suite à leur message initial, tandis que les murs de la chapelle d'Ashley Street commençaient à montrer des fissures inexpliquées, comme si la pierre elle-même ne pouvait plus supporter la mémoire des sons émis. La conspiration du silence s'épaissit, alors que des agents venus du Nord et d'Europe commençaient à infiltrer la région, cherchant à s'approprier le secret d'Elitcha pour leurs propres intérêts impériaux. Cette phase du récit montre que la parole est l'arme la plus dangereuse de toutes, capable d'ébranler les fondations d'un empire sans qu'un seul coup de fusil ne soit tiré. Chaque jour qui passait sans que les Seth ne parlent ajoutait à l'angoisse des oppresseurs, qui réalisaient que le message avait été délivré et qu'il était désormais trop tard pour empêcher sa diffusion dans l'inconscient collectif. Le voyage vers la vérité ne faisait que commencer, et le prix à payer pour déchiffrer la langue de Valdosta allait se révéler bien plus élevé que ce que Harding ou Harrington auraient pu imaginer. L'année 1869 marqua un tournant décisif dans l'affaire des Seth de Valdosta, car ce qui n'était jusqu'alors qu'un mystère local se transforma en une véritable guerre de l'ombre entre les institutions scientifiques européennes et les autorités conservatrices du Sud américain. À Paris, le docteur Étienne Villard, ayant reçu les transcriptions clandestines de Thomas Harding, commença à collaborer avec des spécialistes des langues orientales pour tenter de percer le code phonétique de cette langue qui semblait ignorer les structures grammaticales classiques. Ils découvrirent avec stupéfaction que les sons émis par Elijah et ses compagnons possédaient une signature fréquentielle capable de modifier la structure moléculaire de certains cristaux. Une révélation qui fit trembler les fondations de la physique de l'époque. Pendant ce temps, à Valdosta, le docteur Harrington devenait l'objet d'une persécution systématique, sa clinique fut vandalisée et ses carnets de notes volés par des agents que l'on soupçonnait d'être à la solde d'une société secrète basée à la Nouvelle-Orléans, dévouée à l'étouffement de toute preuve de transcendance noire. Silas Hargrove, bien que plongé dans son propre enfer de culpabilité, devint indirectement lié à l'affaire lorsqu'on découvrit que 2 des 7 orateurs avaient autrefois travaillé sur ces terres, suggérant que la plantation était peut-être un épicentre de cette résonance ancestrale. Le silence des Seth, loin de calmer les esprits, agissait comme un amplificateur de tension. La chapelle d'Ashley Street fut fermée au public, mais les voisins rapportaient que les murs continuaient de vibrer la nuit, émettant une lueur bleutée imperceptible à l'œil nu, mais captée par les premières plaques photographiques expérimentales de l'époque. À Lyon, un groupe de mystiques affirma avoir réussi à reproduire certains des sons de Valdosta, provoquant des transes collectives et des visions de cités englouties sous les sables du Sahara, ce qui poussa l'Église à condamner officiellement l'étude de ce qu'elle nommait la langue du chaos. Elijah, toujours mutique, fut transféré dans une prison de haute sécurité sous un faux prétexte, mais les gardiens finirent par démissionner les uns après les autres, affirmant que le simple fait de se trouver dans leurs cellules provoquait des hallucinations auditives où ils entendaient leurs propres ancêtres leur parler dans des langues oubliées. Cette troisième partie met en lumière l'existence d'un grimoire des vibrations, un recueil secret où Harding avait consigné non seulement les mots, mais aussi les effets physiques de chaque syllabe sur l'environnement. Une œuvre qui devint l'objet de toutes les convoitises internationales. On soupçonnait désormais que cette langue était une forme de technologie sonore perdue, capable d'influencer la conscience humaine à une échelle massive, ce qui expliquait pourquoi les gouvernements de 1870 cherchaient à la fois à l'étudier et à la détruire.
Le docteur Harrington, acculé, finit par s'enfuir vers le Mexique avec une partie des archives, convaincu que la fréquence de l'origine était le seul remède contre la déshumanisation croissante du monde moderne. La conspiration s'étendit jusqu'au Vatican, où des documents datant du Moyen Âge suggéraient que de telles voix s'étaient déjà manifestées lors de moments de bascule historique, agissant comme des correcteurs de réalité face à l'injustice systémique. La ville de Valdosta devint un champ de bataille pour des espions venus de Prusse, de France et d'Angleterre, tous cherchant à capturer l'un des 7 pour extraire par la force ou par l'hypnose le secret de leur harmonie divine. Cette phase du récit montre que l'horreur n'est plus seulement individuelle, elle est devenue géopolitique, car la parole libérée lors de cette messe de minuit menaçait de renverser l'ordre mondial en prouvant que l'esprit humain possède des capacités de connexion universelle qui échappent à tout contrôle étatique. Harding, traqué, commençait à réaliser que le véritable danger n'était pas la langue elle-même, mais ce que les hommes de pouvoir feraient s'ils parvenaient à la transformer en arme de manipulation mentale. Chaque page de son journal devenait un fardeau de plus en plus lourd, alors qu'il décrivait comment les sons de Valdosta semblaient avoir une volonté propre, cherchant à se propager à travers le monde comme un virus de vérité. Le lien entre les 7 de Valdosta et les tragédies passées de la Géorgie devint le cœur d'une enquête mystique qui allait durer jusqu'aux années 50, prouvant que les voix du passé ne s'éteignent jamais vraiment, elles attendent simplement la fréquence adéquate pour se faire entendre à nouveau. L'atmosphère de cette troisième partie est celle d'un thriller ésotérique où le temps presse car les forces de l'oubli se rapprochent inexorablement d'Elijah et de ses compagnons, déterminés à sceller à jamais le portail qu'ils ont ouvert par inavertissement ou par destin. Le mystère des 7 voix n'était plus une curiosité de province, c'était le cri d'une humanité souterraine qui, à travers le silence de Valdosta, réclamait son droit à l'existence éternelle. En 1872, l'écho de la messe de minuit de Valdosta avait traversé l'Atlantique pour devenir une obsession au sein des cercles diplomatiques de Londres et de Berlin, alors que les puissances impériales commençaient à réaliser que la maîtrise de cette langue d'origine pouvait offrir un avantage stratégique sans précédent dans le contrôle des populations colonisées. À Valdosta, le climat était devenu irrespirable pour Thomas Harding, qui voyait chaque jour des étrangers au visage fermé rôder autour de la chapelle d'Ashley Street, munis d'appareils de mesure acoustiques expérimentaux et de carnets de notes cryptés. Les 7 anciens esclaves, bien que libérés par la loi, étaient devenus les prisonniers d'une surveillance invisible orchestrée par une coalition occulte d'industriels et d'académiciens qui craignaient que la révélation de leurs secrets ne déclenche pas une révolution spirituelle mondiale. Elijah, le leader spirituel du groupe, fut emmené une nuit par des hommes en uniforme sans insigne, officiellement pour un examen médical à Atlanta, mais Harding découvrit plus tard qu'il avait été conduit dans une base souterraine où des scientifiques tentaient de cartographier son cerveau pendant qu'il dormait, espérant capturer les ondes de la langue interdite. À Paris, le docteur Villard mourut dans des circonstances mystérieuses après avoir annoncé qu'il avait déchiffré la séquence de l'éveil, laissant derrière lui des manuscrits partiellement brûlés qui suggéraient que les sons de Valdosta n'étaient pas des mots mais des déclencheurs biologiques capables d'activer des zones dormantes du cortex humain. Le mystère s'intensifia lorsque l'on s'aperçut que les descendants des 7 orateurs commençaient à manifester des capacités de perception extrasensorielle, entendant des fréquences inaudibles pour le commun des mortels et prédisant des catastrophes naturelles avec une précision troublante. Harding, se sachant traqué, décida d'entamer une correspondance codée avec le capitaine Langlois, l'ancien officier français qui avait enquêté sur Silas Hargrove, espérant que l'union de leurs découvertes permettrait de briser le mur du silence qui entourait la Géorgie. Cette 4e partie de notre récit explore la face sombre de la curiosité humaine, où la science se transforme en instrument de torture pour tenter d'extraire une vérité qui appartient à l'âme et non à la matière. Le grimoire des vibrations fut partiellement dérobé lors d'un cambriolage violent chez le greffier, mais les voleurs ne trouvèrent que des fragments inutilisables, car Harding avait compris que la clé du code résidait dans l'intention spirituelle et non dans la simple phonétique. À Valdosta, les autorités tentèrent de raser la chapelle d'Ashley Street sous prétexte de vétusté, mais chaque ouvrier qui s'approchait du bâtiment avec une masse était frappé de vertige et de nausées, comme si la structure elle-même projetait un bouclier de protection sonore.
Le docteur Harrington, depuis son exil au Mexique, envoya une dernière lettre prédisant que si l'humanité n'apprenait pas à respecter le caractère sacré de la voix d'Elijah, elle finirait par s'auto-détruire en utilisant ses fréquences pour fabriquer des armes de discorde. La conspiration s'étendit jusqu'aux confins de l'Empire russe, où des espions du tsar cherchaient à comprendre si cette langue pouvait être liée au mythe des cités perdues de l'Oural, transformant les Sept de Valdosta en enjeu d'une partie d'échecs planétaires dont ils étaient les pions involontaires. L'atmosphère de cette période est marquée par une paranoïa technologique avant l'heure, où les premiers téléphones et phonographes étaient vus comme des outils potentiels pour capturer l'essence de la langue interdite. Elijah, dans sa cellule, ne parlait toujours pas, mais son silence était devenu si puissant qu'il influençait le comportement des oiseaux migrateurs qui s'arrêtaient par milliers sur le toit de sa prison, créant un spectacle surréaliste qui attirait la presse internationale. Cette phase du récit montre que le véritable secret n'était pas ce que les Sept avaient dit, mais le fait qu'ils avaient prouvé que l'être humain peut se connecter à une source d'information universelle qui transcende les époques et les races. Chaque tentative pour étouffer l'affaire ne faisait que renforcer la résonance du message originel, qui continuait de se propager dans l'inconscient collectif comme une onde de choc sous-marine. Harding, désormais âgé et fatigué, comprit que sa mission n'était pas de révéler le secret au monde, mais de s'assurer que personne ne puisse jamais s'en emparer pour dominer les autres. Il commença alors à détruire systématiquement les preuves les plus dangereuses, ne gardant que l'essentiel pour que les générations futures puissent, le moment venu, retrouver la fréquence de leur propre liberté. Le voyage vers 1950 était encore long, mais les graines plantées lors de cette nuit de 1868 commençaient à germer dans l'ombre, préparant une récolte de vérité que rien ne pourrait arrêter. L'horreur s'était déplacée des plantations vers les laboratoires et les chancelleries, mais le cri d'Elijah restait le même, un rappel vibrant que la parole, une fois libérée, ne peut jamais être totalement remise en cage. À l'aube des années 1880, le mystère des Sept de Valdosta entra dans une phase technologique sans précédent, coïncidant avec l'invention du phonographe et les premières tentatives de capture permanente du son. Thomas Harding, sentant sa fin approcher, avait confié ses derniers secrets à une nouvelle génération de chercheurs, dont un jeune ingénieur français fasciné par l'acoustique, qui cherchait à prouver que les paroles d'Elijah étaient gravées non pas dans l'air, mais dans la structure physique même des objets présents ce soir-là. On commença à parler de « mémoire des murs », une théorie selon laquelle la chapelle d'Ashley Street agissait comme un résonateur géant, conservant les vibrations de la langue interdite pour les libérer sous certaines conditions atmosphériques. À New York, Nikola Tesla lui-même aurait manifesté un intérêt discret pour les rapports d'Harrington, suggérant que les Sept avaient accédé à une fréquence de résonance terrestre capable de transmettre de l'énergie sans fil, ce qui transforma une affaire de spiritisme en un enjeu industriel colossal. Les Sept orateurs originaux avaient presque tous disparu, emportant leur silence dans la tombe, mais leurs descendants étaient traqués par des agences privées, cherchant à isoler le gène de la Voix d'or, une quête eugéniste sombre qui préfigurait les horreurs du siècle suivant. À Paris, les archives du docteur Villard furent redécouvertes par un groupe d'étudiants en médecine, qui remarquèrent que les schémas cérébraux dessinés par Harding correspondaient à des zones du cerveau liées à l'instinct de survie le plus archaïque, suggérant que la langue de Valdosta était le cri originel de l'humanité face à l'oppression. La conspiration mondiale s'intensifia lorsque l'on découvrit que des enregistrements sur cylindres de cire, censés contenir des fragments de la messe de minuit reconstitués par hypnose, circulaient sous le manteau dans les cours royales d'Europe. Chaque fois qu'un de ces cylindres était joué, on rapportait des phénomènes de poltergeist et des guérisons miraculeuses, prouvant que même une copie dégradée du message possédait une puissance qui défiait la raison. Harding écrivit dans ses dernières lettres que le véritable danger n'était plus la langue elle-même, mais la tentative de l'humanité de la fragmenter pour en faire un outil de pouvoir, oubliant que la force d'Elijah résidait dans l'unité des Sept voix. La chapelle fut finalement incendiée en 1888 par un groupe de fanatiques qui pensaient détruire le mal, mais les témoins affirmèrent que pendant que les flammes dévoraient le bois, on pouvait entendre les chants de 1868 s'élever plus fort que jamais, comme si le feu libérait enfin l'énergie emprisonnée dans les poutres. Le capitaine Langlois, de retour en France, passa ses vieux jours à Marseille, hanté par l'idée que le message de Valdosta était une prophétie sur la fin d'un monde fondé sur le mensonge,
un monde qui allait bientôt s'effondrer sous les secousses de la modernité. Cette 5e partie montre comment le secret s'est dilué dans la technologie naissante, devenant un mythe urbain pour certains et une arme absolue pour d'autres, tout en restant fondamentalement insaisissable pour ceux qui n'avaient pas le cœur pur. Les descendants d'Elijah, dispersés à travers les États-Unis et l'Europe, commencèrent à former un réseau souterrain de gardiens du son, voués à la protection de la fréquence de l'origine contre les prédateurs de la science officielle. L'atmosphère de cette fin de siècle est imprégnée d'un mélange de merveilleux et d'effroi, où l'on réalise que les voix de 7 anciens esclaves pourraient bien être le dernier rempart contre l'aliénation mécanique qui s'annonce. Chaque nouvelle invention, du téléphone à la radio, était scrutée par les initiés pour voir si elle permettrait enfin de capter l'écho permanent de Valdosta, transformant la planète entière en une immense oreille tendue vers le passé. Le voyage vers 1950 approchait de son apogée, alors que la langue interdite commençait à s'infiltrer dans les premières transmissions radio expérimentales, provoquant des interférences mystérieuses qui rendaient fous les opérateurs de l'époque. L'horreur était désormais invisible, portée par les ondes, rappelant que le silence imposé à Valdosta n'était que le prélude à une révélation qui allait ébranler les fondements mêmes de la communication humaine. Silas Hargrove, les 7 orateurs et les témoins de la première heure n'étaient plus, mais leur aiguitage vibrait dans chaque courant électrique, une vérité spectrale qui refusait d'être enterrée et qui attendait son heure pour retentir à nouveau. Au milieu du XXe siècle, alors que le monde sortait des décombres de la Seconde Guerre mondiale, le mystère des 7 de Valdosta ne semblait plus être qu'une note de bas de page oubliée dans les annales de l'histoire occulte. Mais en réalité, la fréquence de l'origine s'était infiltrée dans les fondations mêmes de la nouvelle ère de l'information. En 1947, un dernier témoin indirect, le petit-fils de Thomas Harding, découvrit dans un coffre scellé à Savannah les ultimes fragments du journal de son grand-père, révélant que les 7 orateurs n'avaient pas seulement parlé, mais qu'ils avaient transmis un avertissement sur la perte de l'âme humaine face à la machine. À Paris, les rares manuscrits survivants du docteur Villard furent discrètement transférés dans une aile protégée de la Bibliothèque nationale, consultable uniquement par ceux qui possédaient une accréditation spéciale du ministère de l'Intérieur, prouvant que l'État craignait encore la puissance subversive de ces sons. La chapelle d'Ashley Street, reconstruite puis transformée en entrepôt, restait un lieu évité par les habitants locaux qui affirmaient que chaque veille de Noël, le sol émettait une vibration sourde, capable de briser le verre et de troubler l'esprit des plus sceptiques. On découvrit que les descendants d'Elijah, bien que dispersés, partageaient tous une caractéristique biologique unique, une structure de l'oreille interne plus développée, leur permettant de percevoir des ondes infrasonores que la science officielle commençait à peine à étudier. La conspiration des gardiens du son avait réussi sa mission. Ils n'avaient pas révélé le secret au grand jour, ils l'avaient préservé comme une graine de vérité prête à germer le jour où l'humanité serait capable de l'entendre sans la transformer en arme. En 1950, l'enquête officielle fut définitivement classée sans suite par les autorités fédérales américaines, mais une copie du dossier fut envoyée secrètement aux premiers chercheurs en cybernétique qui virent dans le langage de Valdosta la première preuve d'un code binaire universel d'origine naturelle. L'horreur s'était transformée en une mélancolie profonde, celle d'une civilisation qui a eu la chance de toucher à l'infini et qui a choisi, par peur et par cupidité, de refermer la porte. Elijah et ses compagnons reposaient désormais dans des tombes anonymes, mais leurs cris de 1868 vibraient toujours dans les câbles téléphoniques et les premières ondes télévisuelles. Une présence spectrale, rappelant que la parole des opprimés possède une résonance éternelle. Cette 6e partie conclut notre voyage à travers le temps, montrant que le véritable mystère de Valdosta n'était pas les mots prononcés, mais le fait qu'ils continuent d'exister en nous, comme un écho lointain de notre propre identité perdue. Le silence final de cette histoire n'est pas une absence, c'est une plénitude, la preuve que certaines vérités sont trop grandes pour être enfermées dans des livres ou des enregistrements. La saga des 7 voix s'achève sur cette certitude.
Tant qu'il y aura des hommes pour chercher la fréquence de leur propre liberté, l'écho de la messe de minuit de 1868 continuera de hanter les structures de notre monde, nous invitant à écouter au-delà du bruit de l'histoire. Les mères de Louisiane, les enfants de Hargrove et les voix de Valdosta forment désormais une seule et même tramine visible, une cicatrice sur l'âme du temps qui témoigne de la résilience d'un peuple dont on a voulu effacer la voix, mais qui a fini par parler la langue des étoiles.